Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Retour dans Regard croisé, nous évoquons cette fois la situation sociopolitique toujours tendue au Togo avec l'opposition qui était dans les rues de la capitale et de certaines grandes villes du pays ce mardi pour réclamer le retour à la Constitution de 92 et le vote de la diaspora entre autres. Mais plutôt hier, cette décision finalement du gouvernement qui a le mérite de faire... de clarifier en tout cas les intentions du gouvernement. On comprend et on peut l'affirmer aujourd'hui, Gisson Parko, le gouvernement n'est pas hostile à l'idée d'un dialogue et elle d'ailleurs propose plutôt ce dialogue. Bon, moi je crois que je ne vois pas la chose de la manière dont beaucoup le chantent. Le gouvernement togolais de Faure Gnassingbé a annoncé son intention d'initier un dialogue politique avec l'opposition. On est à l'étape de l'intention. Et personnellement, j'attends de voir. Le Togo a connu depuis 1990, et même depuis 2005, depuis l'arrivée catastrophique de Faure Gnassingbé au pouvoir, presque une vingtaine de dialogues. Alors, j'attends de voir, c'est l'intention. Et je pensais qu'avec cette intention annoncée, il y a un certain nombre de comportements qui allaient renforcer cette intention. Et que le siège sur certaines villes du pays, que la répression des manifestations dans certaines parties du pays allait disparaître. Alors, je ne sais pas si c'est un fusil dans la main, un pomme dans la poche d'Emmanuel Dongala qu'on est en train de nous servir. Vous pensez que c'est peut-être juste un effet d'annonce, l'idée de cette réforme? Alors, au-delà, on peut quand même aujourd'hui citer quelques mesures qui ont été prises, notamment la levée d'abord, bien avant, il y a eu cette levée même de l'interdiction des marches des jours ouvrés. Ce n'est pas une levée, c'est un rétablissement de la légalité. Puisque l'interdiction est une violation de la liberté publique. Alors, appelons ça comme on veut. Il y a eu aussi cette levée du contrôle judiciaire contre le leader de l'opposition, Jean-Pierre Fabre. Ça m'inquiète. Dans cette affaire, vous permettez, et après je donne la parole, dans cette affaire dite présumée des incendies des marchés de Lomé, il y a eu aussi une troisième décision forte, je pense, c'est la libération des 42 détenus dans le cadre des manifestations politiques de l'opposition. Sur toutes ces marches, sur toutes ces décisions, est-ce qu'on peut le prendre comme autant de signaux du gouvernement? Moi, cette décision m'a un peu inquiété parce que cette décision doit ressortir de l'autorité de la justice. Et quand c'est un communiqué gouvernemental qui annonce qu'on a levé le contrôle judiciaire sur un compatriote dans une affaire aussi grave que les incendies du marché de Lomé et de Kara, je me demande où commence l'exécutif, où commence l'exécutif, où s'arrête la justice, et donc ça signifie que c'est l'exécutif qui en son temps avait inculpé ces gens-là. Je me pose des questions, de même que la libération de ces 42 personnes. Parce que c'est des gens qui ont été amenés à la justice. Et c'est une décision judiciaire qui les a placés dans cette situation. Tel que ça a été annoncé hier, et ça même qui a fait que je suis en train de réfléchir sur la manière, sur la bonne foi, sur la faisabilité. Alors je préfère plutôt observer. Mon souhait pour le Togo, c'est que le Togo puisse avancer. C'est qu'il existe un cadre pour les Togolais de se retrouver, de discuter, pour trouver un compromis dynamique pour ce pays qui a trop souffert. Mais hier, j'ai été inquiet que l'exécutif prenne des décisions au nom du judiciaire. Ça commence où, ça se finit où, je ne sais pas. David Iou, sur ces décisions qui ont été prises par le gouvernement, est-ce qu'on peut les prendre comme une main tendue, des signaux aujourd'hui, des messages que le gouvernement veut adresser à l'opposition? Ça, je ne sais pas. C'est-à-dire, les 42 personnes ou 44 personnes qui sont libérées, est-ce que c'est des gens qui sont déjà condamnés? Oui, déjà condamnés. Ils ont été condamnés et mis en prison. C'est possible que le gouvernement... Est-ce que c'est pas grâce présidentielle ou c'est pas quoi? Ça c'est possible. Mais
Moi, mais je vais vous dire quelque chose. Les histoires de dialogue, tout ça, moi, je n'y crois pas. Par qu'on l'a dit, on a fait énormément de dialogue. Mais chaque fois qu'on va faire un dialogue, ça peut être la 100e, et qu'on ne tient pas compte du texte fondamental, c'est-à-dire la Constitution, ça ne marchera pas. On va rouler encore tout le monde dans la farine. Quelle que soit l'issue du dialogue, quel que soit ce qui va sortir du dialogue, les accords politiques ne sont pas au-dessus de la Constitution. Donc il faudrait qu'on en revienne toujours à la Constitution. Si vous ne faites pas ça, tous les dialogues ont capoté à cause de ça. Personne ne dit le contraire. Aujourd'hui, on est dans un statu quo, un peu comme ce qu'on pourrait appeler une société bloquée, de savoir qu'il y ait un dialogue qui permette quand même de décanter cette situation. Est-ce que ce n'est pas aussi cela, la réelle politique du moment? Non, les gens vont se faire rouler encore dans la farine. Pourquoi? Toutes les institutions... Vous présumez de la mauvaise foi du gouvernement ou quand vous dites des gens vont se faire Moi, rouler je ne crois pas à ce que le gouvernement... Non, quand vous dites des gens vont se faire rouler dans la farine, est-ce que vous présumez peut-être de la mauvaise foi du gouvernement? Je ne dis pas mauvaise foi, mais je ne crois pas que ce que dit le gouvernement soit quelque chose de juste. Et je ne crois pas si l'opposition aussi croit de façon naïve. Je ne crois pas parce que toutes les institutions fonctionnent actuellement dans le pays. Donc, il y a une constitution qui fonctionne dans le pays. Si vous ne suivez pas ça, que vous faites des dialogues, vous avez Tego Télécom, tout ça, ça ne marchera pas. Pourquoi? Parce que moi, je suis candidat pour l'élection législative en 2018, en juillet. Si je suis élu député, et il y a un accord qui est fait aujourd'hui et que je ne veux pas suivre ce truc, je ne suis pas, je ne voterai pas. Permettez-moi pour la petite parenthèse, candidat pour quel parti? Peut-être que je suis indépendant, ou pour UNI, ou pour ANC, j'en sais rien. Mais je pense que c'est une petite parenthèse, on ne va pas trop s'attarder là-dessus. Je voudrais peut-être qu'on évolue dans le débat. Je reviendrai à vous si vous permettez. Je reviendrai à vous si vous permettez. Alors, Kanitom, sur aujourd'hui, tous ces signaux qui sont donnés par le pouvoir, est-ce que cela marque une avancée certaine, qui pourrait contribuer à une certaine, une avancée? Est-ce que cela marque une avancée certaine? Je préfère m'arrêter là. Oui, bon, moi je pense que déjà l'annonce de ces mesures hier s'est peut-être fait remarquer quelque part à Lomé aujourd'hui. Par rapport au temps que nous avions connu à l'annonce des marches, il y a eu une petite décrispation de l'atmosphère sociale. Ce matin, vous avez pu constater vous-même dans les voix comment les gens avaient pris cela. Et je pense que également le gouvernement était contraint à cela parce que plusieurs institutions, plusieurs pays ont toujours appelé à ce dialogue parce que nous étions ici à un moment donné quand le gouvernement était campé sur sa position du référendum et tout le monde disait que non. Mais c'est vrai que finalement, sur ce vote false qui ne dit pas son nom, du gouvernement, on ne comprend pas. Est-ce qu'à l'arrivée entre-temps du président Nana Akufo-Addo du Ghana, le week-end à Lomé... a pu accélérer le levier de la décision qui a été communiquée? On ne sait pas. Bon, de toutes les façons, il faut être favorable à de pareilles circonstances, à tous les conseils qui vont arriver de part et d'autre. Et ce dialogue, on l'avait attendu... d'arriver de quelque part, mais comme ça n'arrivait de nulle part également, et puisque d'autres ont fait des tentatives d'organiser ce dialogue qui a été soit ce qu'on avait proposé ont été refusés ou bien ça a été juste refusé. Donc l'État prend sur lui l'engagement de pouvoir appeler à ce dialogue pour pouvoir voir si des gens pourraient entre-temps s'arrêter et venir à la table de négociation, puisque à chaque fois que de ces situations se passent, on finit toujours par aller à une table de négociation. Donc je pense que c'est à cela que l'appel d'hier, moi, m'a semblé un peu logique, pour peu que nous puissions partir, parce que c'est ce qui nous manque. Nous ne faisons pas assez de confiance. Je me disais quelque part que l'institution même, du chef de file, devrait corriger un peu un certain nombre de choses. Parce que je me disais, plusieurs personnes pour un même fauteuil. Il y a un qui gagne, lui, il est placé à un niveau élevé. Les autres
sont à l'opposé, mais avec une hiérarchisation dont le premier a été appelé comme étant le chef de file, un répondant direct de celui-là qui est assis de l'autre côté. Donc, il ne devait rien se passer sans que le chef de file s'entretienne avec le reste là, prenne les dispositions et va vers l'autre pour qu'il discute. Maintenant, tout ça là ne se fait pas. C'est peut-être le chef de file de l'opposition qui revient vers ceux qui sont au bas de l'échelle et se retrouve dans la rue avec des contestataires. Maintenant, personne ne pouvait évoquer ou bien statuer sur le vrai problème. Et ce vrai problème aujourd'hui n'est pas un problème de développement, parce que si c'était un problème de développement, on le lirait dans le programme des gens. Ils diront, voilà, celui-ci utilise ce procédé pour arriver vers ce développement qui semble ne pas être porteur ou bien onéreux. Nous proposons ceci et le Togolais devait prendre des dispositions. C'est plutôt des conflits parce que, a priori, chacun veut aller vers ce fauteuil. C'est ça le problème. Alors, juste encore si je peux revenir sur la précision juridique ou l'apport. Je voudrais faire une précision. C'est vrai que tout pays est doté d'une loi fondamentale qu'on appelle la Constitution. Et cette loi est censée faire gouverner le pays. Lorsque le pays vit des moments graves, des moments de crise, les citoyens ont la possibilité de se retrouver et prendre des décisions qui peuvent même s'imposer. Ce qui peut même s'imposer à cette Constitution, ça dépend du cadre et de comment cette décision est prise. La loi, elle est faite. Elle est faite pour les hommes, elle est faite par les hommes et non pas contre les hommes. Elle est faite pour faire avancer la société humaine. Si aujourd'hui au Togo, c'est la loi fondamentale qui est au cœur de la crise que vit le pays. Ça signifie que cette loi fondamentale, bien qu'étant en vigueur, constitue la pomme de discorde des Togolais. Les Togolais peuvent se retrouver et trouver un consensus sur la modification de cette loi. Donc, il n'y a pas l'accord si un accord est fait par les parties prenantes à la vie politique togolaise, il y a possibilité qu'on fasse ratifier cet accord, soit au Parlement, ou pas, ou même au référendum, ou carrément, si les acteurs se comprennent bien, on peut parler par la voie politique qui constitue à faire appliquer rapidement par consensus cette loi. C'est un peu ce que je voudrais dire. Ça signifie que le dialogue est possible. Le dialogue est nécessaire, le dialogue est utile. La première chose il faut que toutes les parties en conflit ou bien en crise aient de la bonne foi. Que toutes les parties aient au cœur. Alors, sur la bonne foi, ce n'est peut-être qu'à la fin qu'on peut. Oui, elle a la bonne foi lorsqu'on va dans un dialogue pour se dire que. On ne peut pas savoir tout de suite qui a de bonne foi. Maintenant, dans le cas d'espèce du pays, moi je dis, ce dialogue, même si c'est un dialogue de plus, je dis, il faut un certain nombre de comportements dès à présent pour montrer que on a pris conscience que le pays est en train de s'enliser. Et dans ces conditions, on doit dialoguer. Donc, le siège qui est sur un certain nombre de villes du pays, la répression qu'on constate ici et là, on a écouté le ministre de la Sécurité ce midi sur BBC qui dit que c'est pour des raisons de sécurité qu'ils ont empêché les manifestations à Sokoré et dans la Soli. Je dis, j'apprécie la démarche et l'idée, mais la démarche n'est pas normale. Si pour des raisons de sécurité, parce qu'il y a des armes qui circulent là-bas et qu'on veut empêcher, on ne doit même pas attendre que les gens sortent pour commencer par les disperser. Ça aurait pu faire, lorsqu'on est en train d'autoriser les gens à marcher, ça aurait pu faire l'objet d'un communiqué clair que, vu les conditions sécuritaires ici, nous n'autorisons pas la marche ici, ce serait mieux. En fait, moi je présumais déjà cette attitude dans ces localités que vous venez de citer, parce que il faut voir, dans tous les cas, c'est pour nous ce pays, et nous devons savoir que nous devons préserver une paix pour que nous puissions y vivre de façon harmonieuse et puis dans une certaine sérénité. Déjà, on savait que la date des 7, 8 et 9 était retenue pour la marche. Le dimanche déjà,
on a constaté dans certains fiefs des gens qui se sont pris à moto et qui sillonnaient dans les préfectures. Déjà, c'est le manque de respect à certaines dispositions légales que nous-mêmes nous avons instituées. C'est quoi le problème? C'est pas par rapport à la disposition légale de circuler en fait, est-ce que c'était le moment prévu? Ceux qui font les marches les dimanches à Lomé. Non. En fait, le problème de ce que je suis en train de dire, c'est le fait de pouvoir commencer par... Il n'y a aucune loi qui l'interdit. Il n'y a aucune loi. En fait, déjà, ça annonce que il devra avoir certains débordements. Ça dépend du caractère. Ça dépend du caractère que cela revêt. Ça dépend du caractère que cela revêt, parce que imaginez que des gens sortent pour un truc pacifique. Là également, c'est perceptible. Est-ce que vous voyez? C'est des jugements comme ça. Monsieur, tout le problème du pays, c'est que les gens ne lisent pas le texte. Vous savez qu'il y a une loi qui accompagne. Il y a une étude que je voudrais recommander à tout le monde de cette dame que je ne connais pas, Gloria Nani, auditrice en master, qui a cité ici les articles. La loi Bodjona, la loi 1, la loi Bodjona, qui encadre la liberté de manifester au Togo, est claire. Le gouvernement peut interdire, comme elle a fait pour les deux autres manifestations, la manifestation pour des raisons, et je vous le lis. L'article 13... Attends. On n'en est plus à ces démarches. Non, ce qui s'est passé... Alors, ce qui s'est passé... Le problème, c'est de savoir que cela aurait pu faire objet de communication entre le gouvernement. La veille, peut-être pas aujourd'hui, dans la répression ce qui s'est passé au Togo, que les gens ont observé. Norbert, écoutez l'article. L'article 13, alinéa 3, dispose que, je cite, à l'issue de cette constatation, l'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, soit différer la manifestation, soit l'interdire s'il y a des risques sérieux de troubles à l'ordre public. Et l'article 16 de la loi de mai 2011 dispose que, je cite, nonobstant l'absence d'objection de l'autorité administrative compétente, lorsque les éléments nouveaux objectifs surviennent et sont de nature à troubler gravement l'ordre public, l'autorité administrative compétente peut différer ou interdire la réunion ou la manifestation par décision motivée. Ça, c'est les lois. J'imagine que ce n'est pas pour nous, cette loi. Non, c'est pas. Je la connais très bien. C'est la loi du Togo. Donc, vous ne suivez pas le fait que le gouvernement... Attends, la fois où le gouvernement interdit les marches à Lomé, ils se sont basés sur ça. Pardon, vous n'avez pas la parole. Vous permettez... En démocratie, laissez tout le monde parler. Allez-y, docteur. Et si le gouvernement interdit la marche, par exemple, à Sokodé, et qu'on a notifié, vous ne le faites pas, parce que c'est dans la loi. Je dis, vous n'êtes pas... Pardon, je ne sais pas. On a notifié à Lomé, les gens ont voulu marcher, non? On a notifié à Lomé que les manifestations du 4 ou 5 sont interdites, mais les gens ont marché. Et vous avez vu les dégâts. On ne revient pas sur ça, on parle mais il y a eu 16 morts au total d'aujourd'hui. Depuis que les manifestations se font. Je pense qu'il faut peut-être dire les choses telles qu'elles sont passées. Il faut que les gens lisent les textes. On n'a pas eu connaissance de notification hier et ce matin par rapport aux marches et aux petits problèmes qu'on a pu connaître à Sokodé et également au niveau de Bafilo. En tout cas, pour ce qui est des informations qui nous est seulement les tests existent. Je voudrais qu'on évolue un peu dans ce débat par rapport à ce dialogue qui est annoncé. Dr David Iou, un dialogue qui est annoncé. On n'a pas le nom de la date à laquelle va se tenir ce dialogue. On n'a pas non plus le nom du médiateur. On est là peut-être aussi dans un flou. Médiateur. Il faut que quelqu'un vienne au Togo après 60 ans d'indépendance. Pas forcément quelqu'un vienne. Un Togolais peut être médiateur, pas de problème. Lorsque les gens ne veulent pas suivre la constitution, c'est à ça qu'on aboutit. Vous avez une constitution qui est claire, que les gens ne veulent pas respecter. David, aussi cette obsession par rapport à cette constitution, elle est en question aujourd'hui, donc elle ne peut pas... elle est en question. Pourquoi vous mettez une constitution qui est en cours en question? Je vais vous dire quelque chose. Il n'y a qu'un accord seul qui peut primer une constitution. C'est en cas de guerre. C'est-à-dire si le Togo et le Ghana font une guerre, que le Ghana nous bat, on nous impose un accord politique et c'est tout. La constitution du Togo est mise à la poubelle. Alors quand vous dites vous mettez la constitution en question, à qui faites-vous allusion? À l'opposition? Parce que la constitution est claire. Je peux rappeler au passage que les amendements aussi proposés par le gouvernement, on ne peut pas dire à ce stade que ce soit. Et d'ailleurs, on a vu cette étude également réalisée par un institut de sondage, Afrobaromètre, qui... Voilà. Parce qu'ils ne lisent pas la Constitution. Il y a ça dans tous les pays. La Constitution est dit, l'article 104 est clair. On a dit que le chef de l'État peut
peut soumettre à référendum tout projet de loi constitutionnelle. Un point, c'est tout. Vous suivez ça. Ça peut être un sujet. Un seul sujet. On peut dire que personne ne parle plus de cravate à Lomé. Vous dites non au référendum. Non, c'était juste pour faire comprendre que ce soit au niveau de l'opposition ou du pouvoir, il y a une réelle volonté de modifier ce test fondamental dont vous parlez. Donc la question, a priori, n'est pas à ce niveau de savoir s'il est en question par quel parti ou par quel autre. Alors, Kamitom, je parlais de cette nécessité. On a aujourd'hui un dialogue en cours, mais on n'a pas de date, on n'a pas de médiateur. Est-ce qu'on va devoir toujours mettre tout cela sous le sceau de la confiance entre les acteurs, attendre peut-être qu'une date soit proposée très rapidement, puis après peut-être un médiateur ou ce sera un dialogue inter-togolais qui peut-être connaîtra à la fin, qu'on voudra bien lui donner. En fait, nous tous, nous avions été au courant du communiqué du gouvernement hier soir et nous avons eu la même compréhension de ce qui a été dit et je pense que c'est dans le souci d'appeler à un apaisement que ces décisions sont prises et il a été indiqué également que des dispositions seront prises dans les jours à venir afin que ce dialogue puisse s'ouvrir. Maintenant, comment ça va se faire? Il n'y a que celui-là qui a appelé à ce dialogue qui peut savoir avec qui ça va se faire. Notamment, nous savons que c'est avec les deux parties et qu'est-ce qu'on va dialoguer? Bon, les deux parties en présence, mais qu'est-ce qui va animer le truc là? Je ne sais pas si c'est lorsqu'ils vont se retrouver que l'ordre du jour sera déterminé, puisque déjà, quand vous suivez, il y a des a priori qui sont faits par les uns et les autres, surtout la partie de l'opposition qui dit qu'il faudrait qu'on leur soumette d'abord un contenu et que c'est par rapport à ce contenu qu'ils vont analyser et voir s'ils pourront prendre parti ou pas. L'essentiel pour nous aujourd'hui, c'est que ça puisse permettre aux citoyens lambda de pouvoir évoluer en toute quiétude chez lui. Il faut que la paix revienne, une certaine tranquillité revienne, parce que j'ai eu à dire l'autre fois que quand nous faisons un peu une analyse, nous constatons que la situation politique, politicienne, n'englobe pas la grande masse, parce qu'il y a une masse qui est intermédiaire, qui n'est pas de l'autre bord, d'un bord ou d'un autre. C'est en dehors de sondage, on ne peut pas peut-être... Non, bon, en fait... Les sondages, on sait ce que c'est, les sondages. Non, en fait, je sais que je n'ai pas le sondage, mais c'est perceptible à partir d'un certain nombre de choses. Vous savez, les sens peuvent être trompeurs. Dans ce cas, je voudrais qu'on parle quand même sur des arguments bien détaillés, avec des preuves à l'appui, sinon on serait dans une forme de politique fiction. Ce que nous sommes en train de dire. Gilson Parco, sur la médiation en cours, peut-être l'importance aujourd'hui aussi de cette médiation, je veux dire de ce dialogue, si c'est un dialogue qui doit peut-être déboucher sur les mêmes travers du passé. C'est le gouvernement qui a annoncé son intention d'initier un dialogue politique avec les partis de l'opposition. Donc tout le monde attend de voir comment ça va se passer, comment le gouvernement attend s'y prendre. Mais je dis, j'attends encore qu'avant même l'ouverture de ce fameux dialogue politique, qu'il y a des signes, signaux qui montrent que tout le monde qu'on veut aller vers l'apaisement. Ce qui a été fait, pour vous, c'est très insuffisant, la libération des détenus. Nous n'allons pas avoir des compatriotes dans la brousse, qu'on continue pas à pousser vers les brousses, qu'on continue pas à pousser vers les séries des territoires, qu'on me parle d'apaisement. Mais quand je vois tous ces compatriotes qui sont frères, citoyens, à toi et à moi, à Dr Yuri et à moi, et qui sont poussés chaque jour dans la brousse, je dis, et qu'on tient un langage, je dis, je ne suis pas rassuré. Il faut bien commencer par quelque part sur les signaux. Il faut qu'on donne des signaux qui puissent rassurer tout le monde. Ce qui a été donné, deuxième élément. Il faut. Les Togolais ne sont pas bêtes. Les Togolais lisent les documents que nous avons. La loi Bobina a dit que lorsqu'on veut interdire une marche, il faut motiver. Et la décision du ministre a été claire que les marches en cours de semaine perturbent le fonctionnement des activités. Merci. Et là, je dis, ça ne tient pas pour une marche politique. Merci Gilson Parco. Je suis désolé, nous devons là marquer une courte pause. Le temps dans nouveau journal sur Neo Hard Info. Restez avec nous, nous revenons dans un quart d'heure à peu près pour la suite
de ce débat. Mesdames, Messieurs, retour d'un regard croisé, toujours en compagnie de nos invités, Dr David Iwou, consultant en géopolitique et stratégie sécuritaire. Également avec nous sur ce plateau, Gisol Parco, analyste politique, et notre troisième invité, Kofi Kalitom, acteur de la société civile. Nous continuons d'évoquer cette situation, on disait, toujours très volatile au Togo, en dépit des signaux donnés par le gouvernement à travers la libération de 42 détenus dans les marches de protestation, les marches politiques d'opposition, mais aussi le dialogue politique annoncé, deux mesures phares. Je laisserai peut-être la troisième qui concerne le chef de file d'opposition. Alors surtout ces signaux, doit-on s'attendre à une réaction aussi de l'opposition? Donc action-réaction, je sens Parco, s'attendre peut-être à ce qu'elle lâche aussi du lest sur, on va dire, ce qui peut être considéré comme une forme d'intransigeance, voire de radicalité dans sa position. Non, je crois que l'opposition va observer le comportement du gouvernement dans les jours et les semaines à venir pour voir si le comportement, les actes vont correspondre à l'action, à l'intention du gouvernement. Et si le gouvernement joint à la parole en initiant effectivement dans les faits un dialogue, les gens y seront. Ça dépendra de l'ordre du jour et des conditions. Mais ce que moi je disais tout à l'heure, qu'il y a encore des compatriotes qui sont encore dans les brousses. Il faut veiller à ce que ces compatriotes puissent retrouver la tête de nos aïeux. Ils ne sont pas dans les brousses au moment où nous allons nous enfermer dans les chambres climatisées en train de discuter de quoi. Donc on me dira qu'on va aller discuter de leur sécurité. Mais préalablement, il faut qu'il y ait des gestes, il faut qu'il y ait des signaux qui montrent qu'on veut être ensemble, on veut faire quelque chose. Faisons en sorte que demain, nous et nos enfants puissent être tranquilles dans ce pays. On comprend votre inquiétude, mais moi, ce que je voudrais savoir, ce qui vient d'être fait, c'est pas, on peut pas les appeler des gestes, des signaux. Qu'est-ce que c'est concrètement, selon vous? Bon, je ne sais pas exactement ce que vous attendez. En fait, il y a eu un communiqué qui a annoncé l'intention d'ouverture d'un dialogue politique. Maintenant, par rapport à l'expérience du passé, il faut observer. Il faut observer. Ça ne doit pas automatiquement amener les gens à sursoir à un certain nombre d'activités qu'ils ont au programme. Avancer en ayant ce regard indéfiniment dans le rétroviseur, est-ce que cela ne freine pas ce n'est pas regarder dans le rétroviseur en avançant. Mais aujourd'hui, les gens sont dans l'attente de l'action. Je crois que ce soit le parti au pouvoir ou le parti d'opposition, tout le monde avait déjà manifesté son désir de la convocation d'un dialogue. Maintenant, il faut qu'on crée les conditions de la tenue de ce dialogue. Et je crois que il y a quelques jours, on a vu une délégation de la conférence des évêques du Togo à la présidence. Je crois que tout ça participe à ce que nous voyons. J'espère que dans les jours à venir, les choses vont se concrétiser. Et c'est à partir de là qu'on pourra voir, on pourra apprécier le comportement des uns et des autres. Merci, on arrive à vous. Je voudrais dire ceci, que en fait, les Chinois le savent bien que tout voyage de plusieurs milliers de kilomètres commence toujours par un pas. Donc l'appel à ce dialogue, pour moi, constitue en fait un élément précurseur de tout ce que nous discutons, de tout ce qui a pu se passer comme mal dans le pays. Et je me dis, si on a pu libérer 42 personnes juste à la prise de choses, lorsqu'on faisait ce communiqué, c'est qu'on peut trouver, dès l'entame de ce truc-là, un processus pour pouvoir amener comme des dispositions pratiques pour faire ramener tous ceux qui sont aujourd'hui hors de ce pays et dont nous déplorons. On peut également créer des conditions de vie d'ensemble et puis voir comment initier maintenant ce dialogue de façon à ce que ce dialogue puisse résoudre tous les problèmes qui opposent les partis politiques et avancer dans le droit chemin. Parce que c'est l'alternative entre le fait que une position
trancher sur le référendum et l'autre position trancher sur un départ immédiat d'un chef d'État en cours de mandat. Donc, entre les deux, c'est le dialogue aujourd'hui qui peut, quelle que soit la manière dont ce dialogue a été évoqué, et je pense que ça n'a pas été seulement du seul fief du gouvernement, sûrement qu'il y a eu des mains invisibles que nous ne connaissons pas aujourd'hui, qui sont cachées derrière, et qui, peut-être, le moment venu, vont se faire connaître et vont apporter leur expertise pour que ce dialogue puisse... il faut maintenant faire foi à ce dialogue et peut-être poser des préalables. Un préalable d'abord qui mette en liberté tout ce dont nous souhaitons qu'il recouvre cette liberté. Un deuxième préalable, créer des conditions de retour de tous ceux qui se sont retranchés dans des lieux de cachette pour les choses. Et maintenant, un troisième préalable de voir quel doit être le contenu, la quintessence même du dialogue pour que l'apaisement arrive. Moi, j'ai foi en tout cela et je me dis que c'est le seul procédé qui puisse nous conduire à ce truc. Et ce communiqué qui appelle le dialogue est un premier pas. Docteur Davidiou, je sais que vous n'y croyez pas trop, vous avez le droit d'y croire ou pas, en tout cas à ce dialogue. Cela dit, c'est quand même une solution qui semble aujourd'hui partagée, aussi bien par l'opposition que par le pouvoir, et on voit ce qui peut être considéré comme des signaux aujourd'hui du pouvoir en place. Est-ce que c'est une occasion que l'opposition doit pouvoir saisir en geste qu'elle va pouvoir apprécier à sa juste valeur? Oui, mais il faut faire attention. L'opposition a dit quelque chose qui est juste. Pour une fois, ils veulent voir d'abord ce qu'on leur propose dans le dialogue. Et c'est normal qu'ils ne vont pas accepter d'aller à un dialogue si on leur donne des choses, puisque cette opposition a été roulée dans la farine plusieurs fois par tous les dialogues qu'on a fait, ou bien ils n'ont pas voulu participer au dialogue. Et le Togo a tellement fait de dialogue qu'on appelle ça dialoguiste. Si les gens avaient suivi les thèses et s'étaient entendus, parce qu'il y a quand même une structure qui est terrible. Vous avez un président de la République, vous avez un chef de file de l'opposition, vous avez toutes les institutions qui sont en place, sauf le Sénat, dont l'Assemblée nationale joue le rôle. On ne devait pas avoir de problème. Le chef de file de l'opposition prend son téléphone, appelle le chef de l'État la nuit, qu'est-ce qu'on fait, tout ça, et puis ça s'arrange. Et il faut qu'on dise aux élus au Togo, si vous prenez n'importe quel pays, les gens discutent, ce n'est pas sous les caméras. Hein? Les députés de Macron et les députés de Jeux se réunissent de temps en temps. Bon, demain, on va passer une loi à l'Assemblée. Si nous donnons ça, vous nous donnez ça. C'est comme ça que ça se fait en politique. La question, justement, dans cette idée de compromis qu'on peut avoir, d'abord, de savoir si c'est vraiment des signaux qui sont donnés avec des mesures prises par le gouvernement, et naturellement, dans cette idée qu'on peut se faire d'un dialogue, d'un compromis, que doit-on espérer du côté de cette opposition? Oui, mais il faut qu'il sache, par exemple, l'opposition sache, par exemple, pour faire revenir la Constitution de 1992, ça va être très difficile. 2, ça va être très difficile d'interdire un chef d'État en fonction de faire un référendum à son peuple. Ça, c'est deux choses qui sont dans toutes les constitutions. Alors, je ne comprends pas bien. Je dis, ça va être très difficile au pouvoir, à Fort, par exemple, on a ciblé de dire à l'opposition, on va faire revenir la Constitution de 1980. Il ne peut pas. Il n'a aucune possibilité juridique de faire revenir la Constitution de 1992. Même s'ils donnent des consignes de vote à ces députés, ils peuvent dire non, le député est un député de la nation. Donc, ça va être difficile. Ah oui, oui. Si moi je suis député uni, que Fognas peut me dire, il faut voter une loi pour faire revenir la Constitution, moi je dis non. Donc, ces députés, ils sont 62. Il y a 60 ans qui peuvent dire non. Deuxième. Vous blaguez. Non, non, donc vous ne connaissez rien à la démocratie. Vous amusez la galerie. On était ici quand tous les députés du RPT ont fait limoger un Premier ministre. Non. Ils ont voté une loi de défiance à l'unanimité contre un Premier ministre. Donc, ils peuvent le faire. Ça veut dire que c'est moi qui parle. C'est contre l'avis du chef de l'État. Ah, ça, j'en sais rien. Hein. Ah, voilà. Mais on n'est pas dans une dictature. Hein. Ne nous amusez pas. Un député, je parle que c'est moi qui parle. Deuxièmement, il y a un facteur sur lequel vous ne tenez pas compte. Il y a des élections en 2018. Sur un modèle d'élection à 2 tours, les gens vont se libérer de leur carcan. Si moi je suis député, je suis candidat indépendant, je n'ai aucun lien. Si un député du UNIR qui veut être indépendant, il n'a aucun lien avec le président. Si on lui dit de voter une loi, maintenant il peut dire miette. Et c'est ça que vous n'arrivez pas à comprendre. Donc le problème de ce dialogue,
c'est voir qu'est-ce qu'on met dans le dialogue. Et vous pouvez être sûr qu'il y a certaines lignes rouges que le pouvoir ne va pas franchir. Ça, c'est clair. Si vous demandez à Fogna de démissionner avant la fin de son mandat, il n'acceptera jamais. Si vous lui dites de ne pas faire un référendum, il n'acceptera jamais. C'est tout. Maintenant, si vous proposez des conditions que de faire revenir une constitution de 1992... Si le dialogue s'ouvrait et qu'on trouvait l'opportunité de ne pas aller à ce référendum... Voilà, donc ça veut dire que vous avez donné des choses en gage. C'est comme ça la politique. Vous donnez, on vous donne, c'est comme ça. Si vous ne donnez rien, vous êtes dans... Il faut faire... Bon, docteur, dans vos démonstrations, ce que je voudrais faire, à quoi je voudrais faire appel, c'est le bon sens. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut pour que le Togo trouve sa quiétude d'antan? Donc, si aujourd'hui, nous voulons nous camper sur la Constitution et dire le chef de l'État a les prérogatives de faire ci, de faire ça, est-ce que ça peut conduire à l'apaisement social? Oui, mais si nous demandons aujourd'hui à ce que ce n'est que la voie consulaire, référendaire, que ceci peut marcher, est-ce que ça peut conduire vers l'apaisement social? Non, je pense qu'il faudrait que chacun commence par se débarrasser de tout ce qui lui faisait mal et revienne dans un bon sens, prenne le bon sens, et qu'on arrive à un dialogue qui est annoncé, et qu'au niveau de ce dialogue maintenant, qu'on puisse parler franchement pour pouvoir sortir ce pays. On a au Togo un dialoguite. On a la maladie de dialogue qui s'appelle dialoguite au Togo qui n'a jamais rien donné. Merci David. Nous, Isson Parco, est-ce qu'on peut l'opposition dans ce comportement ou cette manière radicale qu'on lui attribue souvent, est-ce qu'on peut s'attendre à ce qu'elle puisse s'assouplir dans un certain nombre de dispositions lors de ce dialogue-là? Non, moi je suis plutôt inquiet parce que Dr Iou, qui est presque de la maison de la maison du parti présidentiel, ce n'est pas un crime. Dr Iou est en train d'ériger un mur. Non, c'est pas un mur. Vous lisez la Constitution. Docteur David, vous suivez la Constitution. Alors, pour répondre à votre question, je dis que si l'opposition a appelé à un dialogue, l'opposition va s'y rendre. Et avec, comment appelle-t-on, un autre jour, il y aura la discussion. Ben, il semble que déjà, avant l'ouverture de ce dialogue, il y a des points qui ne doivent pas être attaqués. Il y a des problèmes auxquels il ne faut pas toucher. Bon, alors je me suis dit, à quoi va servir ce dialogue-là? Mais il faudra que chacun comprenne que le pays est en danger. Et tout le monde doit pouvoir avouer, pas comme Adebayor qui dit des bêtises. Analyse politique. Chacun est libre. Vous ne comprenez pas la démocratie. Chacun est libre d'avoir ses opinions. Mesdames, messieurs, merci de nous avoir suivis. Si vous entendez maintenant Baba Diki dit des bêtises, il est libre de soutenir qui veut. Vous aussi, vous êtes libre de soutenir qui vous voulez. C'est pas son soutien, c'est j'apprécie ce qu'il dit. La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Rejoignez-nous sur le www.lagazettedutogo.com ou sur nos comptes Facebook, Twitter et YouTube. Pour tout contact, écrivez à contact@lagazettedutogo.com ou appelez le 92 80 88 53. La Gazette du Togo, c'est l'information en continu.